Bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada, je suis agent des relations publiques à la SSF et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons débattre et discuter des habiletés sociales chez l'enfant et comment les soutenir efficacement. Notre invitée est Madame Dominique Tambosso, directrice contenu et développement chez Abilio, centre de diffusion des savoirs sur l'enfance. Bonjour Dominique. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous parler un peu de la société santé en français. Donc, la société santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français, et ce dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Avant d'aller plus loin, il convient donc de reconnaître que la société en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Notre objectif, donc, dans la programmation de ce webinaire est triple. Le premier, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le deuxième est de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et enfin, de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Notre intervenante aujourd'hui, comme on l'a présenté, Madame Dominique Tambosso. Donc, comme on l'a dit, elle est directrice contenu et développement chez Abilio, centre de diffusion des savoirs sur l'enfance. Et je vous invite à la découvrir un peu plus dans cette courte biographie. Dominique est détentrice d'une maîtrise en psychoéducation de l'Université de Montréal. Son mémoire porte sur Flappy, un programme d'entraînement des habiletés sociales durant la petite enfance. Elle a travaillé pendant 15 ans comme psychoéducatrice au CISSS de Laval, auprès des familles vulnérables et comme animatrice de rencontres de soutien aux habiletés parentales. Elle est chargée de cours à l'UQAM, l'Université de Montréal, depuis 2014. Elle joint officiellement l'équipe d'Abilio, qui était anciennement connu comme le Centre de psychoéducation du Québec, en 2021. Fort de son expérience auprès des familles de 0 à 17 ans, elle est reconnue pour ses idées innovantes et son efficacité, et elle développe de nouvelles formations et soutient les formateurs dans les différents mandats. Dominique, je te réitère la bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, avant de te passer la parole, un peu de logistique pour nos participants avant d'aller plus loin. Les personnes qui sont avec nous sont sur sourdine automatique. Mais vous pouvez quand même participer en cours de webinaire, poser vos questions dans la boîte de conversation chat et la boîte Q&A au bas de votre écran. Il y aura deux sondages interactifs, un en cours de webinaire qui est facultatif et anonyme, et un autre qui sera déployé en fin de webinaire pour évaluer votre satisfaction par rapport à cette présentation. Et donc aussi, je voudrais préciser que pour le partage des connaissances, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site de la Société Santé en français d'ici une semaine à 10 jours après la fin. Maintenant, je stoppe ma présentation et je passe la parole à Dominique. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Adam. D'abord, merci à la Société Santé en français de m'accueillir pour ce webinaire qui va me permettre en fait de vous entretenir sur les habiletés sociales. Et donc, comment on fait pour soutenir les habiletés sociales de manière efficace chez nous tout petits, donc principalement chez les enfants de 0 à 5 ans. Alors, tout d'abord, pour commencer, on se rappelle que l'humain est un être social. Donc, comparativement à plusieurs espèces animales, l'être humain, à sa naissance, est totalement dépendant des bons soins d'un adulte significatif qui va s'occuper du nouveau-né qui lui-même, vous le savez, ne peut pas déjà marcher, se communiquer par la parole, par exemple. C'est certain que l'humain naît quand même hein, avec ce qu'on appelle des réflexes primitifs, le réflexe de la marche, par exemple. Mais ce sont des réflexes que le bébé va perdre en cours de route, souvent dans les premiers mois de la vie.
et va devoir réapprendre. Donc, par exemple, le bébé naît en ayant le réflexe de marche, de mettre un pied devant l'autre. Mais dans les premières semaines, premiers mois de vie, le nouveau-né va perdre ce réflexe-là et va devoir réapprendre, en fait, à marcher autour de l'âge d'un an. Donc, contrairement là, à la très grande majorité des espèces animales, l'être humain doit apprendre la majorité des comportements qui vont lui permettre de survivre. Donc, c'est-à-dire que sa survie n'est vraiment pas assurée par lui-même. Dernièrement, je suis tombée sur un texte qui date de longtemps puis qui relate le fait que en fait, c'est un sujet qui interroge les sociologues et les philosophes depuis déjà très, très longtemps, déjà vers la fin des années 1700, début des années 1800. Des médecins et des sociologues ont introduit le cas de l'enfant sauvage. Donc, un enfant qui avait été abandonné en France à la fin des années 1700 a été retrouvé plusieurs années plus tard et était dans un état absolument misérable, vous l'aurez compris. Donc, un enfant qui, oui, marchait et avait réussi à survivre, mais vraiment de peine et de misère, qui était incapable de communiquer, ses sens n'étaient pas développés, il avait en fait aucune habileté sociale. Et là, les sociologues, médecins, philosophes de l'époque se sont posé la question suivante. Est-ce que l'être humain euh, naît comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'il doit apprendre ces comportements-là, ou si plutôt cet enfant n'aurait pas été abandonné parce qu'il était tout simplement idiot ou incapable d'apprendre? Alors, l'hypothèse première était que cet enfant-là avait été abandonné par ses parents parce qu'il n'arrivait pas à bien se comporter. On s'est aperçu, bien sûr, plus tard, à force bon, d'avoir étudié l'enfant, et il y a un médecin, entre autres, qui a émis l'hypothèse, et si il était comme ça, justement parce qu'il avait été abandonné par ses parents. Et c'est ce qu'on réalise aujourd'hui. Donc, la littérature scientifique, tout le monde est unanime pour dire que l'être humain est un être social qui doit apprendre. On devient humain grâce au contact des autres personnes autour de nous. Alors que, par exemple, si on pense aux, aux tortues de mer qui, dès qu'elles sortent de l'œuf, elles savent qu'elles doivent se dépêcher le plus possible pour aller dans l'eau, pour ne pas se faire attraper par des oiseaux de proie, par exemple. L'être humain, quand il sort du ventre de sa mère biologique, ben, il ne peut pas survivre seul. Alors, on a vraiment besoin des autres pour s'humaniser, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est vraiment maintenant un constat où tout le monde est d'accord que l'être humain est un être social. Malgré le fait qu'on puisse avoir hein, des personnalités, des traits de personnalité différents. Donc, il y a des gens qui sont beaucoup plus extrovertis, d'autres qui sont introvertis, qui sont plus solitaires, mais il en demeure pas moins qu'on a besoin d'être en contact avec les autres pour apprendre. Donc voilà, c'était ma petite introduction sur les habiletés sociales. Faisons un petit rappel des défis développementaux que les enfants ont à surmonter dès leur plus jeune âge, donc dès la naissance en fait. Hein, on parle beaucoup du concept de l'attachement. Donc, ce n'est pas un webinaire sur l'attachement, mais ça vaut quand même la peine de se rappeler qu'est-ce que c'est que ce concept-là, parce que c'est vraiment à la base de tout. Et pour qu'un enfant puisse développer des habiletés sociales de manière adéquate, il faut d'abord qu'il ait été en mesure de s'attacher à un donneur de soins principal pour ensuite être capable de s'attacher à différentes figures. Alors, l'attachement, c'est vraiment la base. L'enfant doit apprendre à faire confiance. Comme il n'est pas capable de survivre par lui-même, même s'il a certains réflexes qui vont favoriser sa survie, comme le réflexe de succion, par exemple, le réflexe d'agrippement, il doit quand même compter sur les donneurs de soins pour faire en sorte que ses besoins soient comblés. Alors, l'attachement, c'est vraiment ce lien
qui va unir un enfant à sa figure de soins ou à son donneur de soins principal. Et c'est un lien qui est réciproque. Donc, ce n'est pas seulement à l'enfant s'attacher à son parent, par exemple, parce que bien souvent, la figure d'attachement principal est le parent. Donc, ce n'est pas seulement à l'enfant de s'attacher à son parent, mais c'est aussi aux parents à s'attacher à l'enfant. Donc, c'est vraiment un lien réciproque qui se joue entre l'enfant et son donneur de soins principal et qui va être déterminant pour la suite, pour la vie de cet enfant-là, à savoir est-ce que je fais confiance aux adultes autour de moi ou si au contraire, je dois me méfier parce que mes besoins ne sont pas répondus, par exemple. Alors, ça va nous amener des types d'attachements différents, des attachements qui peuvent être sécurisants quand le lien est sur une base de confiance ou un attachement insécurisant. Donc, la première année de vie chez l'enfant, elle est déterminante pour le lien d'attachement. Ce n'est pas l'unique année qui est importante, c'est-à-dire que si l'enfant a réussi à développer un attachement sécurisant avec une figure parentale à l'âge d'1 an, ça ne veut pas dire que tout est réglé, c'est fini et qu'à partir de maintenant, bien sûr, on n'a plus besoin de s'occuper de l'enfant. Non, au contraire, ça met les bases pour la suite, donc l'attachement se poursuit tout au long de la vie. Mais ça demeure que c'est quand même le premier défi développemental que l'enfant a à relever grâce aux adultes bienveillants autour de lui. Le deuxième défi, c'est l'exploration. Donc, une fois que l'enfant a amorcé un attachement significatif avec un donneur de soins, quelques mois après sa naissance, il va commencer à explorer, entre autres par sa mobilité. Envers, par exemple, 9 mois, l'enfant commence peut-être à ramper ou à se mettre à 4 pattes. Éventuellement, vers l'âge d'1 an, il va marcher. Et ça amène son lot d'exploration. Donc, l'enfant tout passe par les sens chez les enfants de cet âge-là, donc va beaucoup vouloir explorer en touchant et en se mettant les objets dans la bouche. Donc, goûter à peu près tout ce que l'enfant retrouve. Et être capable d'explorer, ça demande d'avoir une certaine confiance. Ça demande en fait, ça implique de se dire, si j'explore et que quelque chose tourne mal, si je me blesse ou si j'ai peur, est-ce qu'il y a une figure de réconfort qui va m'apaiser, qui va s'occuper de moi? Alors, cette balance entre la proximité du donneur de soins et cette capacité à aller explorer, c'est ce qui va déterminer la solidité du lien d'attachement. Donc, les enfants qui ont un attachement sécurisant, qui se sentent en confiance, vont être en mesure d'aller explorer sans avoir peur, en sachant qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin d'eux si jamais ça tourne mal. Donc, on voit qu'il y a toujours le premier défi est toujours, en fait, le défi subséquent va toujours dépendre de la réussite du défi précédent. Une fois que l'enfant est attaché et qu'il a réussi à explorer, qu'il y a une part d'exploration, même si l'attachement et l'exploration continuent tout au long de la vie, là arrive le défi de la socialisation. On dit que les enfants sont vraiment en mode social à partir de l'âge de 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y a pas des prémices ou des précurseurs à la socialisation. Hein. Déjà, les enfants, par exemple, qui fréquentent un milieu de garde dès l'âge d'1 an, vont apprendre à vivre en société déjà dès la naissance. Hein. La famille est la première petite société de l'enfant et ses agents de socialisation sont ses donneurs de soins principaux. Mais plus il va grandir, plus sa petite société va grossir aussi en même temps que lui. Donc, la socialisation va se poursuivre dans le milieu de garde, donc à la garderie, à l'école éventuellement. Et donc, à l'âge de 3 ans, là, l'enfant apprend à vraiment être plus en mode collaboration ou coopération avec les autres. Alors qu'avant ça, par exemple, à l'âge de 2 ans, un enfant peut très bien jouer à côté d'un autre enfant, mais on appelle ça plutôt le jeu parallèle. Il n'y a pas énormément d'échanges, de partage ou d'interaction, mis à part donne-moi le camion, il est à moi. Donc, l'enfant est très égocentrique. C'est tout à fait normal. Là. Un enfant qui se développe dans la norme va souvent
vers l'âge de entre 18 mois et 3 ans, utiliser ce qu'on appelle l'agressivité instrumentale dans ses comportements. C'est pour obtenir quelque chose qui va avoir un geste agressif, par exemple pousser, tirer, mordre. C'est pour obtenir une place, pour obtenir un jouet, et non pas parce qu'il a une intention malveillante. Alors ça, c'est important à garder en tête quand on pense à la socialisation des petits, de ne pas de ne pas leur prêter de mauvaises intentions quand ils ont des comportements perturbateurs. On va y revenir. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, donc les habiletés sociales. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est en fait? Comment on arrive à les développer et comment nous, comme adultes qui travaillons auprès de jeunes enfants, comment on peut faire pour soutenir cet apprentissage-là? Les habiletés sociales, donc, ce sont une série de comportements qui sont associés à des réactions sociales positives. Donc, bien sûr, apprendre à vivre en société, ça veut dire avoir des comportements qui sont en harmonie avec les comportements des autres, donc pour qu'on s'entende bien dans une société, que tout le monde puisse avoir sa place et que personne perturbe l'ordre social. Donc, autrement dit, les habiletés sociales, ce sont des savoir-faire sociaux, des savoir-faire sociaux et affectifs qui forment une compétence, nous permettant de vivre harmonieusement en société. Alors, il y a plusieurs habiletés sociales, bien sûr. Il y en a des simples, il y en a des plus complexes. Et au fur et à mesure que l'enfant va se développer, au fur et à mesure, il va être capable d'intégrer dans son répertoire d'habiletés sociales des habiletés qui sont de plus en plus complexes. Mais il va avoir besoin de l'aide des adultes autour de lui pour y arriver. On peut donc penser que les enfants qui ont un attachement insécurisant ou des enfants, par exemple, qui n'ont pas pu explorer beaucoup leur environnement, soit parce qu'ils avaient peur de ne pas être rassurés en cas de détresse, ou parce qu'ils avaient peur que l'adulte ne serait pas là pour eux, ou bien des enfants qui ne font pas nécessairement confiance à l'adulte, n'ont pas réussi à s'attacher de manière sécurisante et vont explorer énormément, mais de manière dangereuse. Par exemple, des enfants qui vont se mettre en danger. Alors, on peut penser que ces enfants-là vont avoir des difficultés à développer leurs habiletés sociales. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les défis développementaux, il y a un ordre chronologique à ça qui est important. Donc, un enfant qui n'a pas un attachement sécurisant, qui n'a pas vécu une période d'exploration saine, va avoir de la difficulté dans sa socialisation. Pour être compétent socialement, parce qu'il y a quand même une distinction à faire entre les habiletés sociales et la compétence sociale, mais pour être compétent socialement, un enfant doit posséder d'abord un répertoire varié d'habiletés sociales. Donc, pas en avoir seulement une ou deux. Ça commence avec ça, hein? Ça commence avec quelques-unes, mais au fur et à mesure, l'enfant va acquérir de nouvelles habiletés. Mais ce n'est pas seulement d'avoir un répertoire varié, c'est d'être capable de manifester les habiletés sociales de façon appropriée selon la situation. Alors, ça demande d'être capable de lire une situation sociale, de se dire, bien, dans toutes les habiletés que j'ai, laquelle va me servir dans cette situation donnée. Et alors, ça demande aussi une certaine maturité cognitive au niveau du développement de l'enfant. Et c'est pour ça, donc, un enfant d'1 an, d'un enfant de 2 ans et même un enfant de 3 ans, au départ, ben, ce ne sont pas des enfants qui sont nécessairement très compétents socialement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas rendus là dans leur développement. La compétence sociale, c'est donc ça, c'est d'être capable de choisir la bonne habileté selon les exigences de la situation. Donc, cette capacité à s'adapter au contexte social. Par exemple, saluer en arrivant dans un groupe, entrer dans la bibliothèque doucement en chuchotant, parce qu'on a remarqué que tout le monde fait ça dans la bibliothèque, attendre son tour de parole, etc. Pour les petits, on va donc parler de bourgeons de compétences sociales. Je le disais tout à l'heure, tout se fait selon un cheminement. L'enfant se développe
au fur et à mesure qu'il se développe, qu'il observe les autres, qu'il apprend, qu'on lui enseigne les habiletés sociales, là, il va les intégrer. Mais au départ, on ne peut pas penser qu'un enfant de 3 ans, par exemple, possède un répertoire varié d'habiletés et qui est capable de choisir laquelle de ces habiletés-là fonctionne selon tel ou tel contexte. L'enfant de 0 à 5 ans a ce qu'on appelle des bourgeons de compétences sociales. Donc, il va utiliser ce qu'on appelle des actes affiliatifs. Donc, de petits comportements sociaux, de petits échanges verbaux ou physiques qui vont entraîner des interactions positives, des interactions qui sont sociales, souhaitables, et pour lesquelles on va renforcer l'enfant, on va lui dire bravo, continue comme ça, c'est très bien. Et au fur et à mesure qu'il va se développer, va réellement intégrer des habiletés sociales par la suite. Donc, ce sont des petits actes affiliatifs qui vont démontrer une conscience de la présence de l'autre. Un enfant qui arrive dans un groupe, par exemple, et qui sourit. Alors, c'est un acte affiliatif. Il n'est pas conscient qu'il est en train d'utiliser une habileté sociale. Hein. Ça se fait de manière souvent assez instinctive, mais il a vu aussi, par exemple, ses parents agir de la sorte, ses frères et sœurs, d'autres personnes dans son milieu de garde. Donc, il le sait, il a compris, il a intégré qu'en arrivant dans un groupe, c'est une bonne pratique de saluer les gens, de sourire, de dire bonjour, de regarder les gens dans les yeux. Il y a bien sûr un aspect culturel à ça, au niveau des habiletés sociales qu'il ne faut pas négliger. Dans certaines cultures, par exemple, ce n'est pas approprié de regarder les gens dans les yeux. Ça peut être perçu comme un signe d'impolitesse. Alors, il faut aussi s'informer sur la culture de l'enfant pour s'assurer qu'on n'est pas en train de juger un enfant comme étant incompétent, par exemple, socialement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a vraiment une question importante aussi au niveau de la culture. On peut parler d'habiletés sociales simples, donc quand l'enfant est petit, les habiletés simples, comme par exemple tout ce qui touche la prise de contact. Saluer, sourire, faire un signe de bye-bye, dire bye-bye, bonjour, etc. Et on a des habiletés un peu plus complexes qui arrivent plus tard durant la petite enfance. Et encore là, quand je dis elles arrivent plus tard, elles ne sont pas nécessairement maîtrisées. Mais on est dans la prémisse de régulation des émotions et résolution de problèmes. Alors ça, ce ne sont pas des habiletés là, que l'enfant développe facilement et rapidement à 3 ans. Réguler ses émotions, résoudre un problème, c'est extrêmement difficile. Ça l'est pour beaucoup d'adultes, encore, vous en conviendrez. Donc, certains adultes ont de la difficulté à réguler leurs émotions ou à résoudre des problèmes. Certains sont plus enclins, par exemple, à paniquer. Certains ont de la difficulté à gérer leur colère. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup demandé à des enfants de 3, 4, 5 ans d'être en mesure de très bien se réguler, d'être en mesure de régler leurs problèmes sans que le conflit escalade, par exemple. Alors, il faut vraiment qu'on se positionne en ayant des attentes réalistes. Et bien connaître le développement de l'enfant, ça nous aide, bien sûr, comme intervenants, à avoir des attentes réalistes. Ça vaut la peine aussi de faire une propre introspection sur notre propre compétence sociale, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on a tous et toutes de petits défauts. Alors, c'est important de se regarder puis de dire, ben, qu'est-ce que moi, j'ai peut-être la difficulté à faire? Comment je peux améliorer ma compétence sociale? Comment je peux être un bon modèle pour les enfants aussi qui vont vraisemblablement m'observer et faire ce que je fais. Vous savez, avec les enfants, c'est pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Avec les enfants, c'est ils vont faire ce qu'on fait. Ils vont nous observer et ils vont tenter de reproduire nos mêmes actions. Alors, c'est pour ça qu'avec des enfants dans notre entourage, on est toujours un peu comme sur la sellette parce qu'ils sont toujours en train d'observer un peu ce qu'on fait et ils vont trouver la faille dans nos comportements. Hein. Si on leur dit quelque chose qui est contraire à ce que nous-mêmes on a fait, bien, on va se le faire dire. Tu sais, mais pourquoi, Madame Dominique, toi, tu le fais ça? OK, alors il faut faire attention aussi aux modèles
qu'on projette parce qu'on est toujours en représentation, si on peut dire, auprès des enfants. Alors, voilà pour les habiletés. Donc, il y en a des habiletés plus simples, des habiletés plus complexes, mais il faut se rappeler, bien sûr, que les enfants sont en apprentissage et il faut avoir des attentes réalistes. Quelles sont donc les conditions gagnantes? Comment je peux faire pour bien soutenir le développement des habiletés sociales des enfants? Puisqu'ils ne naissent pas en sachant comment faire, bien, on doit leur enseigner. Avant d'aller plus précisément dans le comment faire, il y a des conditions gagnantes, universelles, je dirais, qu'on peut mettre en place auprès des enfants ou dans un groupe d'enfants qui va favoriser un apprentissage sain des habiletés sociales. D'abord, un climat de groupe, un climat d'apprentissage qui est positif et chaleureux. On parle beaucoup hein, de bienveillance dans les médias, dans les formations, dans la littérature scientifique. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? Ça ne veut pas dire oui tout le temps et être permissif puis laisser l'enfant faire ce qu'il veut. C'est pas ça, la bienveillance. Un climat d'apprentissage positif et chaleureux, ça veut dire d'être souriant, d'être à l'écoute de l'enfant, de se mettre à sa hauteur quand on lui parle. L'enfant, une des caractéristiques qui est intéressante d'être un adulte qui travaille auprès d'enfants, c'est qu'on a tous été enfants nous-mêmes. Mais il est bien possible qu'on ne s'en souvienne plus ou que certains événements qui nous sont marqués, ce ne soient pas nécessairement des événements très positifs. Certains, oui, on va se rappeler dans notre vie d'événements marquants très positifs, mais aussi d'événements marquants négatifs ou qui nous ont fait de la peine. On ne se rappelle pas nécessairement de l'événement comme tel, mais on a une mémoire émotionnelle. On se souvient de comment on s'est senti. Pour les enfants, c'est la même chose. Ils ressentent une émotion, ils ressentent toutes sortes de choses dans une journée, mais ils n'ont pas nécessairement la capacité de bien l'exprimer parce qu'ils n'ont pas encore un langage très développé, ne comprennent pas certains concepts plus abstraits. Et ils ont donc besoin qu'on soit là autour d'eux pour mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Un enfant de 4 ans qui est anxieux, par exemple, parce qu'il a peur que ses parents ne viennent pas le chercher au terme de la journée, il ne va pas aller voir son éducatrice ou son intervenante en disant « Aujourd'hui, je me sens anxieux ». L'anxiété à 4 ans, c'est un concept très abstrait. L'enfant n'a même pas le vocabulaire pour être capable de s'exprimer de la sorte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va être irritable dans le courant de la journée, il va peut-être piquer des colères, et donc, on va penser, aïe, 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 il y a bien des comportements perturbateurs aujourd'hui. Alors, il faut se rappeler qu'il n'y a pas la capacité d'exprimer certaines émotions plus abstraites, plus difficiles. Et il faut, nous, comme adultes, se mettre à la place de l'enfant. L'enfant n'est pas capable de se mettre à la place de l'adulte. Il n'est pas rendu là cognitivement. Il n'a bien sûr pas la maturité de le faire. Nous, comme adultes, on a cette capacité de se remettre dans la peau d'un enfant, d'essayer de comprendre avec le regard d'un enfant, avec les habiletés développementales de l'enfant, où il est rendu dans son développement. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Oui ou non? Alors, ça fait partie d'instaurer un climat positif et chaleureux, être capable de se mettre à la place de l'enfant. Être capable aussi d'encourager l'enfant. Donc, pas seulement de sourire, de montrer qu'il est important pour nous, de l'encourager, de le féliciter, de croire en son potentiel. Donc, c'est ce qu'on veut dire par climat positif, par chaleur, par bienveillance. Il ne faut pas négliger non plus le réconfort physique. La très grande majorité des tout-petits a besoin de réconfort physique pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Quand on fait un câlin à quelqu'un, ça génère dans son cerveau, il y a une production de l'hormone ocytocine qui est sécrétée et c'est une hormone qui permet d'apaiser notre stress, d'apaiser nos craintes, notre peine, notre colère. Alors, le réconfort physique durant la petite enfance, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Donc, ça peut être
des câlins, flatter le dos, une petite tape sur l'épaule. Donc, les enfants ont souvent besoin de cette proximité physique-là. Ça les réconforte. Bien sûr, il y a quelques exceptions. Je pense entre autres à des enfants qui auraient un trouble du spectre de l'autisme, par exemple, ou des enfants qui ont des difficultés au niveau de la modulation sensorielle, qui n'aiment pas être touchés. Alors, bien sûr, on respecte ça, mais de manière générale, le réconfort physique fait partie des conditions gagnantes à mettre en place pour s'assurer que les enfants aient un bon développement au niveau des habiletés sociales. Ensuite, le troisième point important au niveau des conditions gagnantes, c'est de valider les émotions qui sont vécues par l'enfant. Ça a l'air très simple comme ça, de valider l'émotion, mais ce ne l'est pas. C'est comme si notre premier réflexe comme humain devant un enfant qui pleure, par exemple, ça va être de lui dire, ben non, pleure pas, c'est pas grave. Mais pour lui, c'est grave. L'enfant qui pleure, là, un enfant de 3 ans qui pleure parce qu'il n'a pas eu son lait dans le verre bleu, pour nous comme adultes, c'est dérisoire. Pour nous comme adultes, c'est rien. C'est même pas un problème. C'est bon. Alors de dire à l'enfant, ah, franchement, pleure pas pour ça, c'est pas grave. On vient invalider totalement son émotion. On vient lui apprendre que c'est pas correct d'avoir de la peine, que c'est pas correct de trouver que la situation ne me convient pas. Alors que pour un enfant de 3 ans, c'est le drame de sa vie, là, ne pas boire dans le verre bleu. Alors, ça ne veut pas dire, oui, oui, vite, vite, on lui donne le verre bleu, parce que peut-être que le verre bleu n'est pas disponible, il est dans le lave-vaisselle, il est brisé, et un autre enfant a le verre bleu. Bon. Alors, c'est juste de valider l'émotion en lui disant, oh, ça te fait de la peine de ne pas avoir le verre bleu, hein? Tu aurais aimé ça l'avoir, je comprends. Validation de l'émotion. L'enfant a le droit d'avoir de la peine en lien avec ce petit drame qu'il vit dans sa vie. Alors, valider l'émotion, c'est ce que ça veut dire. Toutes les émotions, elles sont valides. Maintenant, comment on les exprime? Là, bien sûr, il faut parfois intervenir parce qu'on ne veut pas que l'enfant lance son verre rouge au visage de l'enfant qui a le verre bleu parce qu'il n'est pas content de la situation. Là, il faut bien sûr intervenir sur le comportement, mais l'émotion comme telle, elle est valide. Et ça a vraiment été démontré que c'est une condition gagnante de valider l'émotion, de ne pas la banaliser, de ne pas dire à l'enfant, ah, franchement, tu n'as pas à être triste pour ça ou tu n'as pas à être en colère pour ça. Juste de valider. Tu es en colère, tu es fâché. Je comprends. Moi aussi, ça m'arrive des fois d'être fâché. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec le comportement de l'enfant si, par exemple, il y a un comportement agressif associé à ça, mais de valider l'émotion peut faire toute une différence et on peut éviter beaucoup de crises par la suite, juste par le fait que l'enfant s'est senti compris, il s'est senti validé dans son émotion. J'ai, pendant quelques années, durant mes études, travaillé comme éducatrice à la petite enfance. Et un moment donné, ça m'avait vraiment marqué. Il y a une enfant de 4 ans, une petite Isabelle, qui était venue me voir en pleurant, en me disant Léo, il m'a dit que mon chandail était laid, puis elle pleurait. Puis tout ce qui m'est venu instinctivement, c'est de lui dire oh, ça fait de la peine, hein, se faire dire ça. Oui. Puis elle est partie jouer. Puis c'est tout. Ça a été fini. J'ai pas eu besoin d'intervenir. Ça n'a pas dégénéré en conflit. J'ai seulement validé son émotion. Alors, condition gagnante qui fonctionne assez bien. Pour aller un peu plus loin maintenant, comment on fait pour soutenir les enfants dans le développement de leur habileté sociale? Je le disais tout à l'heure, on n'est pas, on ne naît pas en sachant comment faire. On ne naît pas en sachant comment partager, comment attendre. Alors, on a besoin de se le faire enseigner. D'abord, être un bon modèle. Donc, se regarder soi-même et dire est-ce que je suis un bon modèle de compétences sociales? Okay. Et s'assurer que ce que les enfants observent, ce soit adéquat. Et parce qu'on est humain, puis parce que des fois, on va être en colère ou mal réagir à une situation, s'énerver un peu ou lever le ton, eh bien, on peut tout à fait s'excuser aux enfants. Oh, Madame Dominique, elle a parlé un peu fort, là, j'ai été en colère, je vais prendre de bonnes respirations. Alors voilà, ça fait partie d'être un bon modèle.
Un bon modèle, c'est pas parfait. Un bon modèle, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter ses erreurs et de les réparer. Donc, être un bon modèle. Ensuite, faire le miroir empathique. Qu'est-ce que c'est faire le miroir empathique? C'est de valider l'émotion, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en allant un peu plus loin. Donc, plutôt que juste de dire, par exemple, ah, tu as de la peine, je te comprends, donc je valide ton émotion. Je vais un peu plus loin pour que l'enfant saisisse ce qui est en train de se passer dans son corps. Des fois, les enfants, ils vivent une émotion tellement intense, ils ne savent pas trop comment la gérer. Par exemple, oh là là, je vois que tu es très fâché, tu as les petites joues rouges, tu respires vite, tu as fermé tes poings. Je comprends que ce n'est pas facile pour toi. Donc, je vais un peu plus loin. Je fais le miroir de l'enfant et je lui démontre de l'empathie. Donc, c'est ce que ça veut dire. L'enfant ne se voit pas, ne comprend pas nécessairement ce qui est en train de lui arriver. Donc, moi, comme adulte, je lui explique. Tu es fâché, tu ressens des signes physiologiques de colère, tu as le goût de pleurer, tu as le goût de crier, tu as le goût de lancer des affaires. Je te comprends, je vais t'aider à te calmer. Viens, on va prendre des grandes respirations ensemble. Donc, en faisant le miroir empathique, je suis en train de donner des outils à l'enfant pour les prochaines fois où il va se sentir de la sorte. Je suis en train de l'aider dans sa propre régulation des émotions, puis je suis en train de lui donner des solutions à de la résolution de problèmes, justement. Autre chose qu'on doit faire, renforcer positivement. Quand on voit qu'un enfant fait bien quelque chose, retient un comportement agressif, même s'il est très fâché, ben, on le renforce positivement, on le félicite. Vous le savez, les enfants sont bien souvent des puits sans fond d'attention. Ils veulent recevoir de l'attention, ils détestent être ignorés. Et pour ne pas être ignorés, s'ils ne sont pas capables d'avoir de l'attention en faisant des comportements positifs, ben, ils vont faire des comportements négatifs pour avoir de l'attention. Alors, il faut saisir le plus possible toutes les opportunités pour renforcer positivement les enfants. Wow, je vois que tu joues bien, calmement avec ton ami. Oh, tu lui as partagé le camion, c'est super, je te félicite. Vous voyez le genre, je suis certaine que vous le faites déjà, mais il ne faut pas sous-estimer cet élément-là, donc le renforcement positif chez les enfants. Maintenant, le point un petit peu plus crunchy, si vous me permettez l'expression, c'est de faire pratiquer l'habileté sociale qu'on veut à l'enfant. Donc, je donne toujours l'exemple de quand on veut apprendre à un enfant à lasser ses chaussures. Il ne nous viendrait pas du tout à l'idée de dire à l'enfant, regarde-moi faire une fois, là, regarde, c'est comme ça qu'on attache nos souliers. Maintenant, vas-y, fais-le. On le sait très bien que l'enfant, là, pas parce qu'il nous a vu faire une fois ou même 10 fois attacher nos chaussures, ça ne veut pas dire qu'il est maintenant capable de le faire. On doit lui enseigner étape par étape, décortiquer les étapes, l'aider au fur et à mesure. On va d'abord attacher ses chaussures pour lui. Donc, on va faire pour. Ensuite, on va faire avec. Donc, on va l'assister. On va le faire en le supervisant. Et une fois que tout ça, ça va être bien acquis dans cet escalier d'apprentissage, là, on va le laisser faire. C'est la même chose pour les habiletés sociales. Mais c'est comme si on se dit, ben, quand un enfant se comporte mal, ben, on va lui dire non, fais pas ça, mais on oublie de lui enseigner comment. Ben, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Donc, les étapes d'apprentissage chez l'enfant et même pour l'adulte, parce qu'on s'entend que pour être capable d'être autonome, il faut d'abord avoir été dépendant de quelqu'un d'autre qui a fait à notre place et qui nous a enseigné. Donc, au niveau des habiletés sociales, c'est la même chose. Le modelage, donc je suis un modèle, l'enfant m'observe ou l'enfant observe les autres agir. Ensuite, je vais faire pour lui, je vais faire avec lui, je vais lui faire, donc lui demander de le faire, mais je reste en supervision. Et ensuite, je le laisse faire. Et là, l'habileté, elle est acquise. Donc, je vous donne un exemple à la diapo suivante.
Par exemple, un enfant qui ne sait pas comment intégrer un groupe. Comment je peux faire pour enseigner à l'enfant la prise de contact, comment se faire intégrer dans un groupe d'amis? D'abord, le modelage. Je peux raconter une histoire dans laquelle un personnage demande à un autre enfant s'il peut jouer avec lui. Je peux m'approcher moi-même d'un enfant, puis je lui demande si je peux me joindre à lui, en ayant l'enfant qui doit apprendre pas loin, qui observe. Je peux prendre l'enfant à part puis lui dire: Oh, regarde Mathilde, elle est en train de demander à Rosalie si elle peut jouer avec elle. Donc, je fais observer la situation. Alors, ça, c'est du modelage. Ensuite, je vais faire pour lui. Je vais demander à l'enfant de m'observer pendant que je vais aller faire la demande à un ami à sa place. Si je lui demande tout de suite d'aller le faire, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Dans l'escalier d'apprentissage, là, faire pour et faire avec, c'est souvent des étapes qui sont un peu escamotées. Ça vaut la peine d'investir dans ces étapes-là si on veut que l'enfant devienne autonome éventuellement. Donc, faire pour lui. Je vais demander à l'enfant de m'observer pendant que moi, je vais le faire. Ensuite, je vais lui demander de le faire avec moi. Donc, je vais dire à l'enfant, viens, on va y aller ensemble. On va demander ensemble à Mathilde si tu peux jouer avec elle. Donc, j'aide l'enfant, soit je lui demande de répéter mes mots, ou je complète sa phrase, ou lui, il complète ma phrase. Donc, j'y vais un peu selon le rythme de l'enfant. Quand je vois que ça, c'est bien acquis, hein, ça ne veut pas dire que ça va prendre seulement une fois. Je peux faire pour l'enfant quelques fois, faire avec l'enfant quelques fois aussi, avant de lui dire, vas-y, je te regarde et je suis là si tu as besoin d'aide. Et éventuellement, je laisse faire l'enfant, on observe quand même et bien sûr, on félicite et on renforce. Je termine ma présentation en vous présentant rapidement deux programmes d'entraînement aux habiletés sociales qui ont démontré par de la recherche des effets positifs au niveau du développement des habiletés sociales des enfants. Bien sûr, il existe toutes sortes de programmes d'entraînement aux habiletés sociales, peu importe si on choisit ou non un programme, si on utilise les conditions gagnantes et les stratégies que je vous ai déjà présentées, déjà, vous allez soutenir de manière très efficace le développement des habiletés sociales des enfants. Je vous parle quand même rapidement du programme Brin d'Amis. Brin d'Amis qui est une petite souris, une petite marionnette qui vient visiter les enfants dans leur milieu de garde aux 2 semaines. Alors, c'est l'éducatrice ou l'éducateur en petite enfance qui anime le programme auprès des enfants. Donc, c'est un programme qui comprend 17 ateliers et qui ont tous une ordre chronologique important. Donc, on suit vraiment le développement socio-cognitifs des enfants. Donc, ils sont capables, au fur et à mesure, d'intégrer des habiletés sociales un peu plus complexes. Donc, on ne veut pas commencer avec l'atelier 10 qui est apprendre à partager, l'atelier 17 en fait, je pense. On doit commencer par les premiers ateliers au niveau de la prise de contact. Donc, comment on salue d'abord. Donc, il y a une gradation au niveau des habiletés. Donc, c'est un programme qui, à long terme, prévient la violence et le rejet social. Il a été validé plusieurs fois par la recherche et il demande une formation de 12 heures pour les éducateurs ou éducatrices à la petite enfance. On parle dans le programme Brin d'Amis d'habiletés comme tout ce qui touche la prise de contact, les émotions, le contrôle de soi, donc incluant la régulation des émotions et finalement la résolution de problèmes. En 2013, il y a des résultats de recherche qui sont sortis, qui ont démontré encore une fois l'efficacité du programme Brin d'Amis chez les enfants. Donc, il y a une augmentation significative au niveau de la prosocialité des enfants et surtout, ce qui est intéressant aussi, une augmentation significative de la sensibilité éducative. Donc, ce qui est important dans les programmes d'entraînement aux habiletés sociales, ce n'est pas juste l'atelier comme tel qui dure une dizaine de minutes. C'est vraiment l'instauration d'un climat positif et chaleureux qui est propice aux apprentissages. Et donc, dans la formation au programme Brin d'Amis, on aborde cet élément-là auprès des éducatrices et on a vu que ça a vraiment un impact positif sur la sensibilité éducative. Un autre aspect très intéressant du programme Brin d'Amis, c'est qu'il a été démontré qu'il y a une baisse significative du cortisol chez les enfants, donc qui est un indicateur de niveau de stress.
D'utiliser un programme, d'utiliser le programme Brin d'Amis, en fait, diminue le stress chez les enfants. Il y a également le programme Floppy qui existe. Le programme Brin d'Amis, c'est pour les enfants de 0 à 5 ans, donc au préscolaire, alors que le programme Floppy s'adresse aux enfants du préscolaire 5 ans, donc les élèves de maternelle 5 ans. Alors, Floppy, lui, est une marionnette chien, c'est un petit chien, et on augmente un peu le nombre d'habiletés sociales qui sont développées, étant donné que les enfants sont un peu plus vieux. Donc, on passe de 17 ateliers dans Brin d'Amis à 20 ateliers pour le programme Floppy. On a des ateliers sur la connaissance de soi, les émotions, les habiletés de prise de contact toujours, le partage, la coopération. On intègre l'empathie et les habiletés prosociales, chose qu'on ne trouvait pas dans Brin d'Amis parce que c'était un peu trop complexe pour les enfants de 0 à 5 ans. Mais à partir de 5 ans, donc, on a des ateliers sur comment je peux proposer mon aide, comment consoler, réconforter quelqu'un, accepter les différences et démontrer de l'intérêt envers les autres, et comment je réagis à la moquerie et à l'intimidation. Alors voilà, c'est terminé pour ma présentation. On est rendu à la période de questions et réponses. Merci beaucoup, Dominique, pour cette présentation. J'étais un peu anxieux en attendant la fin de me dire, au final, suis-je un bon père pour mes parents? Enfin, mes parents, les enfants, pardon. Voilà. Certaine que oui. Suis-je un bon parent pour mes enfants? Ben, si j'en crois ce qui a été développé dans la présentation, il y a des choses à améliorer, mais au final, je m'en tire assez mal. Assez bien, vous voulez dire. Oui, assez bien. Assez mal, Voilà, peu importe. j'en doute pas. Alors, donc la période des questions est ouverte. En attendant donc que nos participants donc, posent leurs questions, moi j'en ai une ou deux pour vous. Alors, quel conseil donneriez-vous aux parents et éducateurs pour éviter le risque de surprotéger l'enfant tout en lui offrant le soutien nécessaire pour développer ses habiletés? C'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, j'entends beaucoup d'éducateurs ou d'intervenants me parler de cette surprotection-là. Surprotection qui fait souvent écho à l'anxiété de l'adulte. Alors moi, ce que je leur dis, c'est faites confiance à l'enfant d'abord. Si l'enfant a envie d'aller explorer, a envie de, par exemple, de monter l'escalier, essayez de réfréner notre premier réflexe de dire non, 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 vas-y pas, pour plutôt essayer de dire, OK, je vais y aller avec toi. Je pense que tu es capable. Donc, faire confiance à l'enfant, l'accompagner, toujours selon les étapes qu'on a vues tout à l'heure, faire avec lui. Et si on voit que l'enfant y arrive seul, on s'éloigne un peu. On permet à l'enfant d'explorer lui-même. Il y a beaucoup d'études dernièrement qui sont sorties sur les bénéfices du jeu risqué. Comment le jeu risqué est essentiel pour développer, en fait, pour que les enfants soient capables de développer une bonne estime d'eux-mêmes, une bonne confiance en leurs habiletés. Donc, le fait de les surprotéger nuirait. En fait, c'est qu'on ne les protège pas. Au contraire, on doit les laisser faire leur propre expérience. Jeu risqué ne veut pas dire jeu dangereux. Alors, il faut faire attention, il faut toujours être là quand même pour les soutenir. Mais nous, comme adultes, on doit se poser la question, est-ce que je surprotège? Je vais plutôt juste essayer d'accompagner et je vais être là en cas de besoin. Donc, essayer de moins prendre les devants et de laisser l'enfant diriger ses activités. Ça serait mon conseil. Merci beaucoup. Alors, avant de poser une deuxième question, donc, je répète à nos participants qui peuvent lever la main s'ils veulent parler verbalement. On pourra débloquer leur micro. S'ils préfèrent poser leurs questions par écrit, ce sera donc dans le chat. Alors, ma seconde question, ce serait, est-ce qu'il y a des indicateurs de progrès qu'on pourrait observer pour s'assurer que les enfants développent des comportements prosociaux de façon appropriée? Ou bien à savoir à quel moment peut-être tirer la sonnette d'alarme pour voir si c'est un tel comportement et est-ce qu'il a besoin d'être recadré ou pas. Oui, ça aussi, c'est une très bonne question. Oui, en fait, il y a plusieurs indicateurs.
Souvent, les intervenants qui travaillent auprès de groupes de jeunes enfants sont bien habilités pour trouver ces indicateurs-là parce qu'il y a toujours cette idée de la courbe normale, hein, ou la moyenne des enfants, comment se comporte la moyenne des enfants du même âge. C'est beaucoup comme ça que les grilles de dépistage, par exemple, sont construites et que même les évaluations sont faites. On va toujours considérer le développement dans la norme pour l'âge développemental de l'enfant. Donc, faire attention parce que l'âge développemental n'équivaut pas toujours à l'âge chronologique. Si, par exemple, on pense à des enfants qui ont une condition médicale, par exemple, soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Mais oui, donc, ça serait de comparer, selon une moyenne des enfants, selon mon groupe, par exemple, les comportements dérangeants en termes de fréquence et d'intensité. Si on reste dans à peu près 80 de ce que de tous les enfants de 2 ans là, vont faire 2, 3 crises par jour. Hein? Donc, ça, on est encore tout à fait dans la norme. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir s'il y a des enfants qui ressortent de ça. Des enfants, par exemple, qui ne saluent jamais ou très rarement, qui ne sourient pas ou très rarement, qui ne tentent pas d'aller vers les autres pour intégrer un jeu, par exemple. Donc, vous faire confiance parce que les intervenants, vous l'avez ça déjà de manière un peu instinctive en tête de dire, ben ça, la moyenne des enfants font ça. Alors, on est dans le développement, dans les normes. Mais lui ou tel enfant, il y a des indices qui me disent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ses habiletés sociales qui ne sont pas intégrées. Donc, d'y aller vraiment en faisant la comparaison avec la moyenne des enfants du même âge. Ça peut être un bon indicateur. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question de ma part. Comment les professionnels du milieu de l'enfance peuvent-ils collaborer avec les familles pour renforcer le développement des compétences sociales des enfants à la maison? Oui, très bonne question aussi, Adam. En fait, la collaboration avec les parents, elle est essentielle. On l'a vu dans ce que je vous disais tout à l'heure, les premiers agents de socialisation de l'enfant, ce sont les parents. Donc, ce sont eux qui sont les premiers modèles. Et donc, comme intervenant, on doit travailler en équipe avec le parent et non pas être contre le parent. Donc, moi, je dis toujours aux intervenants, aux enseignants, aux éducateurs, éducatrices, faites des parents vos alliés. Dites-leur que vous avez besoin d'eux et de leurs trucs et de leurs conseils pour aider les enfants. Premièrement, ils vont être beaucoup moins sur la défensive au départ parce qu'il n'y a pas un parent sur la Terre qui aime ça se faire dire aujourd'hui, votre enfant a mordu, ça a été une journée difficile. On le prend toujours mal, on se dit toujours ben voyons, il doit avoir une bonne raison, ça doit être parce qu'un autre ami l'a tapé en premier. On n'aime pas se faire dire que notre enfant a des comportements perturbateurs. Alors, si on approche le parent en disant c'est bien normal, là, tous les enfants utilisent ce genre de comportement-là quand ils veulent obtenir quelque chose. Est-ce que ça arrive parfois à la maison? Si oui, qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin de votre aide pour utiliser les meilleures stratégies avec votre enfant parce que certainement, vous connaissez mieux votre enfant, vous êtes l'expert de votre enfant. Qu'est-ce qui fonctionne avec lui? Et j'ai besoin de votre aide pour y arriver. Donc, faire en sorte que les parents deviennent nos coéquipiers dans la socialisation des tout-petits. Merci encore, Dominique. Alors, nous avons une question de Madame Monique Best, qui dit, quels conseils pouvez-vous donner aux intervenants qui travaillent avec des parents qui ont un enfant qui ne parle pas encore la langue de la majorité? Mhm. Ah oui, c'est une bonne question. Un enfant qui ne parle pas encore la langue, mais donc qui parle bien dans sa langue maternelle. C'est ça, Monique, que vous voulez dire? Je, je présume que oui. Monique, si vous J'imagine voulez que donner un commentaire, on peut ouvrir votre micro. Mhm. Oui, merci. En fait, les deux cas, parce dans mon cas, on travaille indirectement avec les familles immigrantes. Parmi celles-là, il y en a qui arrivent qui ne parlent pas ou peu le français ou l'anglais. Et donc, c'est la même chose pour leurs enfants. Donc, je voudrais peut-être plus spécifiquement pour ces familles-là, mais ça pourrait être dans les deux cas aussi. OK, OK, Yeah. parfait. C'est sûr que les enfants qui connaissent leur langue maternelle,
qui sont capables de s'exprimer dans leur langue maternelle et qui ont seulement besoin de temps pour apprendre une deuxième langue, l'approche est différente. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'irai pas tout de suite, par exemple, demander une référence en orthophonie ou quelque chose comme ça, parce que le problème, clairement, n'est pas, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas une problématique cognitive au niveau du langage, mais plus d'être capable d'apprendre une deuxième langue. Et les enfants, on le sait, sont vraiment des éponges. Et souvent, c'est plus difficile pour un adulte d'apprendre une deuxième langue que pour les enfants. Mais il faut quand même leur laisser le temps et accepter parfois de devoir traduire ou de faire des gestes, de faciliter la compréhension ou en fait, faire en sorte que l'enfant sente qu'il est quand même compris, même si c'est difficile. Parfois, ça peut être difficile si l'intervenant ou l'éducateur ne parle pas la langue maternelle de l'enfant. Là, c'est là où on a peut-être un peu plus de difficultés, mais si c'est le cas, de ne pas hésiter à traduire ou à faire des gestes ou parfois dire quelques mots dans la langue de l'enfant parce que ça va l'aider, ça va lui euh, pardonnez mon anglicisme, mais ça va booster un peu sa confiance de dire, ben, je vais être capable de tenter de communiquer dans l'autre langue. À tort, des fois, on se dit, je ne vais pas lui parler dans sa langue maternelle parce qu'il n'apprendra jamais la deuxième langue. Souvent, ce n'est pas d'aider l'enfant de faire ça. L'enfant va plutôt juste se fermer puis pas avoir envie de faire des efforts. Alors que s'il sait que les intervenants autour de lui le comprennent quand même, bien, il va avoir plus envie de faire des efforts pour intégrer la deuxième langue. Je ne sais pas si je suis claire, Monique, puis si ça répond. J'espère que oui. Oui, merci. Ça Merci. répond surtout la fin. En fait, c'est ça pour cette idée que de seulement parler en français ou seulement parler en anglais, c'est ça qui va être gagnant pour l'enfant. Je suis pas convaincue de l'approche, donc j'étais contente d'entendre ta position là-dessus. Merci. Exactement. Merci, Monique. Merci beaucoup, Monique, pour votre question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question de la part de l'assistance? Alors, en attendant, vous avez vu un formulaire de satisfaction donc, qui vient d'apparaître sur votre écran. Ce serait gentil de prendre donc, le temps d'y répondre rapidement. Si on n'a pas d'autres questions, moi je voudrais remercier beaucoup Dominique pour sa présentation d'aujourd'hui qui était vraiment très enrichissante. C'est clair que il y a quand même des réflexes que l'on développe, mais qu'on ne nomme pas forcément. Et donc, c'est aussi bien donc de mettre un nom sur ces réflexes-là, de savoir comment les améliorer. Entre-temps, nous avons une question de Madame Sylvie Quenol. Bonjour Sylvie, et qui nous demande comment accéder aux deux programmes. Donc, je suppose que ce sont les deux programmes évoqués vers la fin de la présentation. Oui, d'accord. Merci Sylvie pour cette question. En fait, le Centre Abilio pour lequel je travaille sont les diffuseurs de ces deux programmes-là. Alors, je vous invite à visiter notre site web. Je peux l'écrire dans le chat. Alors, c'est le www. Attendez-moi un instant, c'est bien ça, centreabilio.ca. Alors, vous pouvez aller sur notre site Internet et vous allez avoir toutes les informations nécessaires en lien avec ces deux programmes-là. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? Apparemment, tout a été clair aussi pour tout le monde. Merci encore, Dominique. Vraiment, c'était d'avoir donc inauguré cette nouvelle série de webinaires à la Société Santé en français. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous et donc d'entendre ces développements sur ces programmes-là et aussi bien sûr les réflexes à développer pour justement renforcer les habiletés sociales chez les enfants. Nous arrivons donc à la fin de cette rencontre. Merci encore pour votre participation.